Salut mes petits ratons qui parlent et bienvenue dans The Marvel Initiative, un podcast qui prend l'initiative de vous parler de Marvel. Je suis Sofiane et avec moi la moitié des frères Maxissoff. Salut Sofiane, salut tout le monde. Comment vas-tu Maxime ? Écoute, ça va, très content de pouvoir parler de ce film avec toi. On va parler de Guardians, Oh oui. volume 3, Mhm. un petit film qui souffle le renouveau du MCU tout en le tuant. Ouais, c'est ça. C'est le début de la fin. Voilà, c'est Ou la on va fin dire du c'est le début. tour d'honneur du MCU. Son barreau d'honneur. Enfin ouais, on espère que ce sera pas le cas, mais Ça fait un peu chant du cygne. ça fait un peu ça. Ouais. Ça fait un peu. Oui. On tourne une page, un peu comme Endgame l'été. Toi, t'étais pas là quand on avait fait les épisodes sur les Guardians. Tout à fait. Tu étais encore au lycée à cette époque-là. Quel salaud. C'est pas vrai en plus. Ouais, c'est on l'avait fait si je me trompe pas avec Océane et Doug, les deux épisodes sur Guardians. Donc je leur fais un coucou. Qu'est-ce que tu penses de Guardians déjà le premier. Le premier, c'était le vent de fraîcheur inattendu avec une équipe sortie un peu de nulle part, hein, parce que bon, c'était quand même le cas. Et une équipe récente. Et c'était ouf de voir un film comme ça arriver avec ce côté un peu space opéra qu'on n'avait pas eu et un truc un peu plus détaché aussi quand même. Dans mon souvenir, le premier film est quand même très détaché de tout ce qu'on a pu voir avant sur Terre dans le MCU. Le seul truc qui est vraiment lié au MCU, c'est le MacGuffin du film. C'est ça, ouais. Ouais. C'est la pierre de Pierre l'infini. d'Infini sont même presque intronisées. Le concept de Pierre d'Infini est intronisé avec ces films-là. Donc on arrive dans le côté cosmos. C'était un petit peu le truc qu'on avait tous envie de voir et c'était vraiment excellemment fait. Hein. C'était fou de prendre... parce qu'on disait, ouais, Marvel se démerde bien quand même pour prendre des super-héros de la B, de l'équipe B, quoi, en gros. Des mecs comme Iron Man, Thor, Captain America, des mecs qu'on connaissait pas forcément autant qu'un Batman ou un Superman ou un Spider-Man. Mais alors là, Guardian, c'était l'équipe C, quoi. Oui, surtout que c'était encore un niveau en dessous. C'était vraiment des personnages qu'on ne connaissait pas. Personnages très secondaires. À part peut-être Groot et Rocket, qui étaient un peu connus dans les comics. Oui, mais qui étaient plus identifiables. Voilà, ouais. mais même Drax, qui avait une vie même avant les Gardiens ou des personnages comme ça. Moi, je connaissais vraiment que Rocket et Groot, parce que j'avais eu des images, je savais que Groot parlait comme ça. Et ouais, tout. c'est ça. Donc c'était un projet de fou. C'était culotté. En plus, il a fait sa propre team. Il s'est pas forcément intéressé à une team qui existait déjà dans les comics. Il a réinventé les personnages. Star-Lord n'a rien à voir avec Star-Lord des comics. Donc c'était un gros coup qu'il avait fait, James Gunn. Ouais. Et puis lui, en même temps, ça lui permettait de développer tout ce qu'il avait déjà mis en place avant, ne serait-ce que dans Super, qui était déjà un film de super-héros qui reprenait le genre super-héroïque pour le détourner. Et là, c'est ce qu'il fait aussi d'une certaine manière, parce que t'es censé avoir que des héros et au final, t'as que des losers et des brigands, des underdogs, quoi. C'est comme s'il y avait un film où tous les personnages, et je l'avais dit, je crois déjà à l'époque, sont Han Solo. Il y a ce côté-là, ouais. En tout cas, quand tu vois Rocket et quand tu vois Star-Lord, c'est des caractéristiques de personnages à la Han Solo. Et puis c'est des pilotes, ils ont toutes les caractéristiques qui correspondent. Ouais, c'est vraiment ça. Donc le premier Guardian, un classique, pas besoin d'en parler pendant des heures. C'est un des meilleurs films du MCU. Quand on avait fait le classement, si je me trompe pas, il est retrouvé dans le S. Dans la God tier. Je pense qu'on était tous d'accord avec Zoltan et toi. On avait vraiment... on n'avait même pas trop disputé la question. C'était genre Guardians, on le met là. Oui. Voilà, tu vois, il y a pas. Il a vraiment une aura particulière, ce film. Et puis il y a aussi la musique qui avait joué aussi pour beaucoup et qui était très attachante, qui te permettait de t'attacher au film d'une manière que t'as pas l'habitude. C'est vrai que la BO avait cartonné, mais ça a même permis au film de bien fonctionner, je pense. Il te met pas la pression. J'ai Rocket en face de moi, vous imaginez même pas. Oui, à Cooper le chat. Si vous écoutez la saga, vous avez l'habitude d'entendre Cooper le chat qui vient sur la table. Guardians 2, par contre, j'avais pas aimé. Oui. J'avais trouvé que c'était ce que Gunn peut faire de pire. Ah oui. C'était une caricature de Gunn. Il y a ce côté caricatural, mais je crois que le côté caricatural, il est un peu poussé justement parce qu'il avait quelque chose à dire avec ce film-là et qu'il en fait un film hyper intimiste. C'est même plus un film... des Gardiens au final, c'est un film sur autre chose. Là, en l'occurrence,
c'est pas du tout lié au MCU. Non, pas du tout. Le C'est 2 sûrement un des films les moins liés à toute le 2 l'intrigue. n'est vraiment pas lié au MCU. Et c'est ce que tu dis dans le côté, ouais, c'est Gunn dans son côté le plus poussé. C'est Gunn dans son plus... parce qu'il est quand même très sentimental. Ah, bah, bien sûr. Et c'est sentimental, mais t'as l'impression que c'est de la tristesse d'enfant. C'est un peu un enfant, Gunn. Bah, sachant que son personnage principal, c'est un sale gosse. Peter, est un enfant qui a jamais grandi, enfin qui a jamais pu vraiment Je trouve se qu'il développer. est Peacemaker, ça rentre aussi dans la même catégorie. C'est un gamin, et là je trouve que je sais pas, il y avait un problème de rythme dans le film, peut-être trop long. Le film est particulier en termes de découpage et de rythme. Peut-être trop long, et je trouve que Star-Lord n'est pas forcément le personnage le plus intéressant des Guardians. Il l'a compris dans le troisième. Et donc les films qui se concentrent à 200% sur lui. Le premier se concentrait sur lui, mais en même temps la création de la team. Le 2, c'était vraiment sur lui. C'est ses origines, voilà, c'est l'origin story de Peter Quill presque. Et je sais pas, j'avais moins accroché. Faudrait peut-être que je le revoie. Un de ces quatre, faudrait que je me fasse les 3. Je l'ai revu après le 3, j'ai revu le 2. Et moi j'aime bien ce film, plus que beaucoup de gens qui ont justement un peu de mal avec, parce que je trouve qu'il a ce côté sentimental, moi, qui me touche vraiment beaucoup, et en plus il se concentre aussi un peu plus sur les autres personnages quand même si c'est un film sur Peter, mais tu développes vraiment plus la team, je trouve, dans le deuxième au final, avec toutes les relations qu'il y a entre les persos, et même avec Nebula, toute la relation avec Gamora est super dans le Gardien 2. Et moi j'avais quand même une belle affection pour ce film, et je trouve que le 2 va très bien dans cette trilogie au final, avec un troisième comme celui-là qui est un peu un miroir du premier, mais en étant plus explosif, on va dire. Le 2 est plus dark aussi. Le 2 est plus dark, et puis il y a le personnage de Yondu qui est vachement mis en avant aussi, qui est hyper intéressant. La résolution du premier, c'est on danse. Le troisième aussi. Alors que dans le 2, la résolution, c'est je suis peut-être pas ton père, mais je suis ton papa, quoi. Tu vois, ça c'est déjà plus. Il y avait toute cette relation-là. Je trouve aussi que dans le 2, il abusait, et d'ailleurs il le fait dans le 3, mais ça passe beaucoup mieux, de moments musicaux où les personnages marchent au ralenti. Dans le 2, il y en avait vraiment beaucoup. Oui. Et ils étaient moins cool que dans les deux films. Ils étaient moins attendus, ouais. Ils étaient moins. C'était le choix de musique et tout. Bon, ok, il y avait Fleetwood Mac qui était pas mal à un moment, je me rappelle. Chain, ouais, voilà, ça allait assez bien. Mais je sais pas, je trouvais que c'était un peu too much. Alors que dans le 3, il le fait. Il le fait beaucoup de fois d'ailleurs. Mais comme je sais que c'est son dernier petit tour d'honneur. Tu peux pas lui en vouloir, ouais, c'est son style, quoi. C'est la marque de fabrique qu'il a mis sur ces personnages-là aussi. Je lui en veux moins pour le 3 que pour le 2, où là, le 2, je me rappelle que j'avais été un peu déçu, parce que quand même, Guardian, c'était peut-être mon film préféré du MCU à cette époque-là. Possible. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à cette époque-là du MCU, c'était une époque où on disait encore de toute façon, Guardians et Winter Soldier, c'est les meilleurs films de l'histoire. Il y en a encore qui disent ça quand même, il y en a encore quelques-uns. Ensuite, on les avait retrouvés dans les deux films Avengers. Infinity War et Endgame, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, toujours écrit par James Gunn, même si c'était pas réalisé par James Gunn. Les Guardians, dans Infinity War, apportaient un vent de fraîcheur qui était... Franchement, c'est... Si on avait eu que comme Endgame, tu vois, Endgame c'est vachement... C'est sur les OG, ouais. Voilà, c'est sur les OG. Le Infinity War, c'est plus regarder comme cette équipe apporte son vent de fraîcheur à la machine Avengers, qui est déjà bien... qui a souffert en plus du film précédent, Age of Ultron, qui n'a pas été aimé par tout le monde. Je trouve que le petit moment où on entend de la musique pop qui ressort du film, parce que jusqu'à présent c'est très orchestral, c'est très épique. Il y a un ton grave. Et d'un seul coup, il y a la petite musique et tu vois le vaisseau de Star-Lord qui arrive et tu vois ces personnages en train de chanter et tout. Et je trouvais que ça faisait partie des meilleures scènes de et film, ça se mariait très bien avec l'ensemble, c'est ça qui était fort, c'est qu'ils arrivaient à bien les intégrer à tout le reste. Et c'est une des prouesses d'Infinity War, justement, d'arriver à les faire correspondre sans que ça soit hallucinant de voir cette équipe-là débarquer et danser sur de la musique, comme tu dis. Enfin, genre, c'était très très rafraîchissant. Ouais, c'est... Donc pas mal d'attentes pour le troisième, du coup. Pas mal d'attentes pour le troisième. En plus, avec le temps, l'équipe a changé. Ouais, elle a évolué, ouais. Voilà.
Il y a eu le Mantis, Holiday par Special exemple, aussi. qui a rejoint. Mm. Le Holiday Special, je l'ai un peu oublié. Bah, C'est le passé Holiday... quoi dedans? On en bah, a le- parlé en plus. Bah, le Holiday Special, attention spoiler, mais on apprend du coup que Mantis est la demi-sœur de Peter. Ça, c'est marrant parce que justement, je regardais le début du 3 et je me suis dit, tiens, il y a le chien qui parle. Ouais, Cosmo. Il y a Mantis qui est la sœur de Peter. Et ça, c'est des trucs qu'on apprend que dans le petit Holiday Special. Que dans le Holiday Special. Voilà, donc je me suis dit, il y a des gens qui ont dû se gratter un peu la tête quand même. Ouais, c'est possible. De se dire, c'est quoi? C'est la sœur de. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, ah ok, ouais, c'est parce qu'elle a été créée Par Ego. par Ego, donc tu peux. Il y a un lien de filiation qui peut se faire quand même assez logiquement. En plus, il le rappelle dans le film, même si c'est pas, il rentre pas dans les détails, mais il te le rappelle quand même pour les spectateurs qui n'ont pas vu ce truc-là, en mode, c'est acté, maintenant c'est comme ça, tu prends avec, et puis voilà quoi. J'avais bien aimé le special, mais je trouve qu'il faisait cheapos. Il était un peu insignifiant, ouais. Enfin, il faisait un peu très agréable à si t'aimes bien regarder. Mantis et Drax, en gros, c'est Ouais. vraiment si t'aimes bien le duo, qui est un des meilleurs duos du MCU d'ailleurs. Au niveau comique et même, je sais pas. Il y a un ping-pong Ah oui, incessant qui est ça fonctionne incroyable. très très bien. Avec beaucoup d'émotions aussi, enfin, Ouais. c'est très fort. Et donc ce Holiday Special, ouais, voilà. C'est vrai on avait eu Rocket dans In-Game. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait chier. Et qui m'a encore plus fait chier dans le 3. C'est qu'il apprend que c'est un raton laveur dans le 3, alors qu'il a vécu pendant 5 ans sur Terre. Et il n'y a pas une seule personne qui lui a dit « Hé, t'as déjà vu une photo de raton laveur ?» Ouais, mais je pense qu'il y a quand même ce truc de... Il veut pas se l'avouer. Ouais, mais ça me gêne quand même qu'il n'y ait pas un des Avengers. Oui. Genre, non, Ant-Man n'était pas là pendant les 5 ans. Après, c'est pas Thor qui l'appelle tout le temps lapin. Ouais, Donc tu vois, genre, il y a aussi ce Non, truc-là. mais Thor, où lui, il vient d'une autre planète, donc il sait oui, pas. mais Rocket aussi, il vient pas de... Enfin, C'est juste que je trouve ça bizarre qu'il n'y en ait pas un seul. Je sais pas, il y a qui dans l'équipe quand il y a Rocket qui... Bon, Black Widow, c'est pas le genre à lui dire ça. Il y a Cap. Il y a Cap, il y a Okoye. Ouais, c'est des gens marrants. Hein. Oui. Bien qu'Okoye est très drôle, hein, je vais pas dire ça. Mais elle est sassy à fond, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est plus les serious business Ouais, voilà. qui sont encore ceux là. qui sourient pas, quoi. Et Rocket aussi, en soi. Donc, Ouais. Mais c'est marrant qu'il n'y en ait pas un seul qui lui ait dit hey, t'as un raton, tiens, viens, on va aller au parc, je t'en montre un. Il y a War Machine aussi. Ouais, War Machine. Ouais, bah lui, il aurait dû lui dire. C'est vrai que Don Cheadle aurait pu lâcher une vanne. Voilà, s'il y en a bien, voilà. Don Cheadle, je le vois bien lui dire, ouais. Donc ça m'a toujours emmerdé. Je me dis, logiquement, il devrait savoir ce qu'est un raton laveur, quoi. Mais lui, il se considère pas comme ça, du coup. Enfin, je sais pas comment Gunn interprète ça, mais il y a un truc de. Il se voit pas comme un animal. Bah c'est ça. Il se voit. Il est différent de ça, quoi. Et je trouve que c'est bien un animorphe. Un animorphe. Voilà. Et James Gunn, il a eu quelques petites aventures. Ce film ne s'est pas fait sans quelques depuis remous. le premier Guardians, depuis même ce Guardians-là devait sortir peut-être 1 ou 2 ans avant, même 2 ans. Hein. Ce serait pas étonnant qu'il serait sorti post-Covid ou un truc comme ça. Il était déjà en écriture quand il s'est fait virer. Hein, il était prêt. Il parlait déjà du casting et des trucs comme ça. Et oui, pour les gens les deux du fond qui n'ont pas écouté nos épisodes sur le sujet, James Gunn s'est fait virer par Marvel, enfin par Disney. Ouais. Après la pression de gens plutôt d'extrême droite. L'alt-right américaine. Voilà. Qui ont retrouvé des tweets que Gunn avait postés à l'époque, qui faisaient des blagues un peu limites. Hein, et pour lesquelles il s'était déjà excusé. Voilà, il s'était excusé. Et il me semble aussi que Disney était au courant quand ils l'ont embauché. Donc, c'est un sale gosse, Gunn. Bah, bien sûr que c'est un sale gosse. Enfin, ça se voit, quoi. Regardez Peacemaker. Mais ça excuse pas les vannes qu'il a pu faire qui étaient horribles, mais par contre, ça n'empêche pas que le mec peut avancer aussi, tu vois. Il a pu avoir une période de sa vie où il était différent et il s'en est excusé et puis il va de l'avant. Enfin, c'est quand même pas un salaud ce mec-là. Non, ça se sent, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, il a une sorte de manière de travailler familiale. Ouais. Bah, la preuve, il fait bosser son frère. Oui, il fait bosser sa femme, il fait bosser à Sam Raimi, par exemple, tu vois. C'est le genre de gars qui bosse en groupe d'amis. D'amis, ouais. Si vous voulez connaître Gunn, regardiez Guardians, et là vous aurez le Gunn que tu peux présenter à tes parents. Ouais. Et regardez Peacemaker si vous voulez son need, si vous voulez vraiment être dans sa tête et voir comment. Voilà. Et vous pouvez avoir les deux. Et les deux se complètent bien en plus parce qu'ils ont à peu près les mêmes thèmes au final. Je veux dire, Peacemaker parle des mêmes choses que Guardians 2. Oui.
La relation avec le père, etc. C'est un truc très important. Il y a un animal. Il y a un peu son truc aussi. Il y a un aigle. Igli. Et ouais, je vous conseille Peacemaker. On en avait déjà parlé. Oui, hein, mais, oui. Puis c'est sorti enfin officiellement en France. Donc ouais, c'est enfin sorti en France. Donc si vous aimez Gunn, n'hésitez pas. Dites-vous que c'est trash. Mais c'est pas du trash con. Non. C'est du trash avec du cœur. Et parfois, on a besoin de ce genre de choses. Surtout pour les gens qui ont accroché avec The Suicide Squad et qui seraient passés à côté de Peacemaker, il y a une vraie suite intéressante sur un personnage un peu insoupçonné. Enfin, même si dans le film, il a de l'intérêt, tu vois, mais c'est pas celui où tu te dis c'est sur lui qu'on va faire une série. Mais pourtant, si. Donc, Gunn se fait virer. Qui arrive sur son cheval. Ils attendaient devant la maison avec des jumelles. Détective Comics qui débarque et qui chope Gunn tout de suite, hein, très rapidement. Hein, ça s'est fait en quelques jours. Juste après, c'est dans le même mois. Hein, il me semble. Voilà. À distinguer concurrence, c'est bien distingué pour le coup. Voilà, et donc DC a réussi à récupérer Gunn, ce qui n'a pas forcément dérangé Gunn, parce que je pense que dans son âme, c'est un DC plus qu'un Marvel. Oui, bah, quand tu regardes certains personnages de l'univers DC, c'est vachement plus Gunn que ce que tu peux avoir chez Marvel, qui est plus... Lui, il aime bien les petits personnages à la con qu'il peut retrouver dans DC. DC a des personnages... Marvel a énormément de personnages, mais ils sont ancrés un petit peu dans la réalité. Ouais. Ou alors ils sont tellement vieux. Alors que DC, il y a des personnages, mais vraiment de tarés, et ils n'ont jamais rien fait avec. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que dans The Suicide Squad, tu sens qu'il se fait plaisir à prendre vraiment des petits personnages comme ça qu'on n'a jamais connus. Genre le mec qui se démembre, qui envoie ses bras pour mettre des claques. Il arrive à te trouver, à te faire un personnage intéressant avec... en fait, il arrive à... Il y a une scène dans Community où il dit si je prends ce crayon et que je lui donne un prénom, genre je vais l'appeler Steve, et que je fais ça, et il le casse en deux. Et là, les autres, ils font « Oh, Steve !» Tu vois, il suffit de donner un nom à quelque chose pour lui donner de la personnalité. Et ben Gunn, il fait vachement ça, j'ai l'impression. Il va te prendre des trucs comme des animaux, un arbre, etc. Et arriver à te mettre de la personnalité dans ces personnages-là. Et c'est pas donné à tout le monde de faire ça, en fait. Quoi. Non, et puis il y a une vraie passion enfantine à faire ça, tu le sens. Genre, il aime les personnages avec lesquels il travaille, et c'est pas juste pour prendre l'exemple du dernier film dont on a parlé, Peyton Reed, tu vois, je pense que même s'il est forcément attaché à Ant-Man, j'ai pas l'impression qu'il ait une grande attache à ce qu'il fait, quoi. Enfin, il est pas passionné par son sujet. Ça se sent parce que t'as pas l'amour que met Gunn dans ses persos et qui transparaît à l'écran, et t'as vraiment des émotions quand tu regardes ces films-là, quoi. C'est vraiment... Je vais te dire, je pense que... Et même si on n'apprécie pas forcément Black Panther 2 ou quelque chose comme ça, je pense qu'il n'y a que Coogler qui est aussi impliqué que Gunn. Oui, tout à fait. Je pense. Ouais. Peut-être les Russo aussi, on va pas se mentir. Non, je pense pas que les Russo soient attachés de la même manière. Je pense pas. Ouais, mais après, ils ont dû construire tout le truc, donc déjà... C'est des geeks, ils sont intelligents, donc ils ont compris comment ça fonctionnait, et ils sont un peu malins avec ça. Mais je suis pas sûr que ça soit les plus passionnés, même le réalisateur, celui qui devait faire le premier Ant-Man... pas Joe Wright, Edgar Wright, lui avait une vraie passion pour son perso et a tellement voulu se donner pour cette histoire que il s'est fait virer parce que il allait visiblement il allait trop loin et on lui a pas laissé les coups des franges, donc c'est un peu le regret que t'as avec des films comme Ant-Man où ça manque d'âme, quoi, même si le film peut être très divertissant, et j'étais le premier à le défendre quand on en a parlé, mais quand tu compares avec ça c'est pas le même genre de cinéma, quoi. Par contre, il y a un mec qui en avait quelque chose à foutre au début et qui n'en a plus rien à foutre maintenant, c'est Taika Waititi. C'est un peu plus le cas, j'ai l'impression aussi. Ouais. Taika Waititi, ça se ressent même dans ses interviews, etc. Ça se ressent que... Il a pris un peu ça par-dessus la jambe au bout d'un moment. Ouais. Tu sais, être nommé aux Oscars entre deux et tout, je pense qu'il a envie de faire autre chose. Et ouais, c'est possible aussi. Hein. Donc il a fait un peu évolué par rapport. Il a fait son film Cocaïne, en fait. Love and Thunder, on dirait que c'est fait par des mecs en groupe qui se font des rails. Ouais. Vraiment, il y a un côté comme ça quand tu regardes Love and Thunder. Ah, et puis là, il y a Russell Crowe. Il joue avec un éclair. Il joue avec un éclair et tout. Enfin, non, mais vraiment, il y a ça, quoi.
Et Coogler, lui, tu sens par contre qu'il met de son âme et de son amour de l'histoire africaine, de sa culture. Voilà. Tu sens que lui, il est dedans, que t'aimes ou pas, hein, je veux dire. Et il y a que le Gunn et lui, je trouve, qui ont ce côté-là. Qui arrivent à faire transparaître des choses à travers leur film. Voilà, et Joss Whedon. Mais pour les mauvaises raisons, du coup. Le mec qui casse l'ambiance à la fin. Et The Suicide Squad qu'on avait adoré. Ouais, qui était un très bon film. Je me le referai bien d'ailleurs. C'est un film que j'ai bien envie de regarder. Excellent film. Ouais. Dernier bon film d'ici. Oui, sans aucun doute. Dernier bon film d'ici. Non, il y a eu The Batman quand même, qui est passé par là. Mais... C'est bien ce que je dis, dernier bon film d'ici. Donc, 11 ans après Guardians 2 et 2 ans après Endgame, ça veut dire qu'on est en 2017. Attends. 2020, qu'est-ce que je raconte 2027, ouais. 2027, c'est plutôt ça. Ouais. 2027, les Guardians ont leur QG à Nowhere. Et la vie est belle, sauf que Rocket est dépressif et Star-Lord est alcoolique. Ouais. Et on commence le film avec une reprise de Creep. Chanson que je disais avant que c'était la chanson la plus white boy de l'histoire. Et Dieu sait que j'adore Radiohead, hein, et c'est une chanson que j'écoute sans problème. Radiohead, c'est un de mes groupes préférés et tout. Mais c'est vraiment... C'est comme s'il avait commencé son film avec Wonderwall. Enfin, tu vois, c'est vraiment... là, il y va à fond. En plus, il te met la version acoustique et tout. Avec Rocket qui chantonne par-dessus. Mais en fait, c'est ça qui fonctionne. C'est qu'on a critiqué les effets spéciaux du MCU. Là, mais sur Rocket, ils ont toujours fait un super bon boulot. Dans le regard et tout, ils te font... Tu ressens des choses avec Rocket qui est en train de chanter tout seul, là, en marchant, qui a l'air paumé, quoi, qui se demande ce qu'il fait dans sa vie. On a tous, un jour dans nos vies, écouté Creep dans la même situation. Je veux dire, voilà, quand t'es ado ou un truc comme ça, tu découvres cette chanson, c'est genre, ah, il m'a compris. Tom York m'a compris. et j'ai aimé le début, j'étais content. Alors que quand j'ai commencé à entendre Creep, j'ai fait... Oh. Et je sais pas pourquoi il a réussi à me le vendre. Il a réussi à me le vendre. Et ça, c'est pas donné de réussir à me le vendre en mettant Creep dans un film avec un raton laveur qui est triste. Et puis je pense qu'il est aussi conscient de ça, à Gunn, c'est qu'il s'est vendu comme étant le dernier film des Gardiens, la fin de l'équipe. Et du coup, de commencer le film là-dessus... Déjà, tu mets le spectateur dans un mood en mode ah oui, d'accord, on va pas rigoler tout le temps dans ce film. ça va être un peu dépressif, quoi. Et pourtant, c'est pas trop le cas. Mais disons qu'on prépare le terrain pour le ride émotionnel que tu vas avoir après, quoi. C'est pas trop le cas. T'as quand même les scènes avec les animaux qui sont quand même. Ah bah oui, non, c'est hyper fort. Hein. Non, ça, je dis pas l'inverse. Hein. Et là, Adam Warlock débarque de nulle part. Il décapite Groot. Qui d'ailleurs, Groot dans cette version ressemble officiellement à Vin Diesel. Ça y est. Il n'y a plus aucun doute. Il a atteint son évolution. Je l'aime beaucoup en version araignée, là. Il est très sympa. Il tabasse Groot. D'ailleurs, il a mis super longtemps à pousser pour redevenir Groot adulte. Et là, on peut le décapiter et il repousse tranquillement en pas longtemps. Bah, tu sens que ses capacités de régénération évoluent aussi. Tu sais, dans Endgame, quand il se coupe le bras pour en faire Stormbreaker... Ça ne l'empêche pas d'avoir un bras après, mais c'est un peu comme un arbre, il repousse. C'est vrai que là, bon, c'est un peu rapide, mais bon. Ouais, je sais pas trop quelles sont les règles vis-à-vis de Groot. Il n'y a pas de règles avec Groot, c'est ça le truc. Il tabasse Drax. Ils prennent vraiment cher. Hein, quand même. Ils prennent cher. Surtout, c'est très inattendu parce qu'on est en plein dans le creep, etc. Et là, d'un seul coup, il y a un mec qui débarque et qui explose tout. On l'a jamais vu en plus, on sait pas qui c'est. Faut s'en souvenir dans le volume 2 que c'était une post-crédit en plus. C'était la post-crédit, la deuxième. Ouais, où on disait... Non, la première même. Voilà, on va créer Adam. Donc, qu'est-ce que tu penses d'Adam Warlock ? Adam Warlock, personnage... Par Will Poulter. Ouais. Le personnage dans les comics, c'est assez ouf parce que c'est un des personnages les plus puissants et même la saga du Gant de l'Infini, c'est pas qu'il manquait, mais ça fait bizarre de parler de Gants de l'Infini et de tous ces trucs-là dans le MCU sans jamais évoquer Adam Warlock, mais en soi, ils s'en sont très bien sortis. Hein, mais du coup, de le voir enfin arriver, c'était forcément hyper attendu, sachant que ça avait été un peu foutu au chausse-pied à la fin des Gardiens 2. C'était pas vraiment la volonté de Gunn, apparemment. Il avait déjà parlé, parce qu'il parle beaucoup par tweet, sur Insta. Il échange beaucoup avec la communauté, il répond à beaucoup de questions et plein de sujets autour de ses films. Et il l'a dit plusieurs fois que lui, il n'est pas forcément intéressé par le personnage de Warlock. Et ce truc des personnages surpuissants, c'est pas non plus sa came. Ça se sent avec les personnages qu'il a. Peter Quill, ça reste un humain
qui a des pistolets. Il n'y a pas non plus. Même on apprend qu'il a d'autres pouvoirs, mais enfin, il est quand même pas exceptionnel. Et du coup, très, très curieux de voir ce qu'il allait faire avec. Et au final, décontenancé, mais c'est hyper logique qu'il le traite comme ça. Et je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais moi, je l'ai pas détesté, même si le personnage n'aurait pas été là dans l'histoire, ça m'aurait pas dérangé, le film aurait été peut-être un peu plus condensé. C'est un personnage que tu peux très facilement enlever de l'histoire. Bien sûr, c'est vraiment... En plus, l'utilisation pour le relier à High Evolutionary, ça reste très, très simple, très simpliste même, et pas forcément intéressant, mais c'est pas inintéressant de l'avoir là quand même si il n'est pas essentiel à l'histoire, quoi. Il n'est pas essentiel à l'histoire, c'est plus un ressort comique qu'autre chose, ça faut le dire. Mais le traitement de son personnage est intéressant par contre. L'acteur, il ressemble à Jérôme dans Gotham. Ce genre de rêve qui me sort là. Tu sais, le Joker de Gotham. Oui, bien sûr, je me souviens du Joker de Gotham. Pas qu'ils ont un peu les mêmes vibes, les deux acteurs. Ouais, il y a un petit peu... c'est peut-être parce que c'est deux acteurs un peu roux. Donc, les rouquins avec des sourcils. Un peu ce côté-là, mais j'avais pas pensé. Jeremiah, c'était ça. J'ai vu une vidéo YouTube américaine qui disait. J'ai vu sur le Discord. Qui disait le Batman de Gotham est le meilleur Batman. Et j'ai regardé genre 1 minute et c'était premier degré. C'était pas un mec qui déconnait ou quoi que ce soit. C'était un mec vraiment. Et donc c'est marrant de se dire. Je serais curieux de savoir ses arguments par contre. C'est marrant de se dire que les gamins ou ados qui ont grandi avec Gotham sont maintenant youtubeurs. Et donc, pour eux, c'est un truc important, un peu comme certains qui ont Smallville, tu vois, à l'époque. J'ai grandi avec Smallville, mais j'en fais pas non plus. Voilà, tu dis pas que c'est le meilleur Superman. Un maître étalon. Voilà, tu vas pas dire Tom Welling, c'est le meilleur Superman. Non, bah non. Voilà. Donc ouais, Adam Warlock, normalement, dans les comics, c'est un mec qui a une pierre de l'infini. Ouais, il est sur son front. Sur son front. Ouais. Ils l'ont filé à Vision. C'est ça. Ouais. En gros, ils ont un peu changé Vision pour l'adapter à Adam Warlock. Et tout. Parce que je me rappelle que quand j'avais lu ces comics... Parce que oui, j'ai lu quelques comics dans ma vie. Je l'ai pas trouvé génial, Adam Warlock, comme personnage, en fait. Ses premières apparitions sont un peu à l'image de ce qu'on a dans ce film, où c'est un personnage un peu immature qui débarque un peu qui a aucune formation, et comme il le dit dans le film, il a été peut-être un peu sorti trop tôt de l'œuf, tu vois, genre. Donc il est pas encore totalement prêt, quoi. Ouais, mais c'est un peu antipathique comme personnage, je trouve. C'est un personnage très gris, il peut être autant avec eux que contre eux, avec ou sans ou contre les Avengers. C'est vraiment un personnage qui, en fonction de la situation, peut très bien se dire je préfère faire mon truc à moi plutôt que le bien commun. Mais il a quand même ce côté, au fur et à mesure, très conscient de tous les enjeux qu'il y a, et du coup il est quand même souvent du côté du bien. Mais c'est censé être un des êtres les plus forts. Bien sûr. Ouais. Parce que là, ça se ressent. Non, mais là, et justement, ça se ressent pas, là. Gunn le désamorce de suite. Il se prend un coup de couteau et voilà. Gunn le désamorce de suite en faisant dire à sa mère qu'ils ont voulu le sortir trop tôt pour l'utiliser, alors qu'il n'est pas encore prêt dans sa conception d'être suprême, qui est censé être le prophète de sa. Et je trouve qu'il lui donne mini arc, mais vraiment tu sens que ça se sent que ça a été forcé sur Gunn, en fait, ce personnage. Non, mais c'est sûr et certain. Et à la fin, c'est un Guardians. Et il n'y a pas eu un moment où tu fais il se rapproche des Guardians vraiment. Mais je pense que Gunn a passé un espèce de contrat tacite en mode ok, j'accepte de prendre vos trucs pour essayer de créer une continuité pour les gardiens, parce que je comprends que le concept de gardien va évoluer après moi. Donc c'est pour ça qu'il accepte je suis pas sûr qu'il ait eu vraiment le choix, mais d'utiliser Warlock assez intelligemment pour qu'il se retrouve dans l'équipe sans en faire un personnage central de son histoire et d'en faire le nouveau héros, quoi. Il a jamais été Guardians, Adam Warlock. Si, il a fait partie des gardiens. Ouais. Si, okay. À plusieurs reprises. Ouais. Dans plusieurs équipes différentes même. Ouais, donc la team qu'on voit à la fin, c'est quand même lié aux comics, quoi. Je sais pas si c'est lié aux comics, mais c'est que des personnages, à part, je sais pas, pour la petite fille qu'on voit, mais sinon. C'est une des enfants qui récupère. Ouais, mais là, les enfants, les petites filles, les gamines. On en a eu dans Thor Love and Thunder, on a eu toute l'histoire. On a Miss Marvel. C'est la mode, quoi.
Après, il y a toujours eu des jeunes personnages féminins. Ouais, mais c'est des persos qui sont un peu ajoutés comme ça. Enfin, pas Miss Marvel, c'est pas la question, c'est un bon personnage. Le personnage de Love, c'est plutôt un des trucs intelligents, je trouve, de Thor Love and Thunder, pour le coup, de le ramener comme ça et de faire vraiment une... Ouais, mais qu'à la fin, ça y est, c'est la fille de Thor. Enfin, tout est tellement emballé, c'est pesé dans ces films, quelquefois. Oui. C'est, Là, pour le coup... La gamine, on la voit quasiment pas du film dans Love and Thunder, et à la fin, c'est le personnage le plus important. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas que c'est dommageable, mais disons qu'il n'y a pas forcément... Bon, elle, en l'occurrence, dans Guardians, on la voit pas beaucoup. Je parle plutôt si dans la suite, ils veulent l'utiliser et tout, c'est un... Puis je pense que l'équipe va même encore changer pour le prochain gardien. Il va y avoir des ajouts, des machins... Si, il y a une nouvelle équipe, hein, parce que pour le moment, on n'a pas vraiment de piste de quoi que ce soit. Mais continuer, je pense que le film va marcher et tout. Donc, Rocket est blessé, les gardiens ne peuvent pas le soigner. Très sévèrement, ouais. Donc il décide de partir à Orgocorp pour le sauver. Et pendant ce temps, Rocket a des flashbacks du Vietnam. Il est le matricule 89P13 dans... c'est un cobaye, en gros. Ouais, c'est ça, un cobaye d'expérience scientifique. Voilà. Le fait que le maître de l'évolution passe son temps à lui gueuler son matricule, ça fait très Les Misérables, la comédie musicale. 24601 où Javert passe son temps à lui gueuler ça, et enfin ça m'a fait penser à ça. Ça se trouve c'est dans le bouquin aussi, je suis en train de dire la comédie musicale, mais ça se trouve c'est dans le bouquin aussi. J'ai pas lu Les Misérables, ok, j'ai pas lu Les Misérables. J'ai pas mon bac. Ça y est, ça recommence. Et donc, le maître de l'évolution, le grand méchant, que j'ai bien aimé, parce que pour une fois, c'est un méchant. Oui. Il n'y a pas une histoire derrière pour essayer de le rendre sympathique. Quelquefois, ça fait du bien d'avoir juste la pire ordure possible dans un film. Et lui, c'est vraiment... C'est un des pires qu'on a eu dans le MCU, quoi. C'est vraiment la pire ordure, quoi. Et il est vraiment comme ça dans les comics aussi. Enfin, genre, il est plutôt bien rendu, et moi, je suis très content de cette parce que tu vois, là, incarnation. Gore, par exemple, on l'a tout fait pour le sympathiser. Namor, pareil, pour qu'on soit sympa avec, machin, pour qu'on l'aime bien. Je suis sûr qu'il y a d'autres exemples. Dans Black Panther, ça avait commencé avec celui-là, où il y avait vraiment eu un truc avec le premier Black Panther, où Killmonger était vraiment ce méchant gris. Mais ça nous sortait quand même des Malekith et des... on a eu quelques... Ronan, on en a eu des... Ronan, dans le premier Gardien, c'est pas le meilleur souvenir du film. Je préfère largement lui largement, oui. que Ronan. Complètement d'accord. Peut-être parce que l'acteur s'amuse. Et puis c'est un acteur très... qu'on a découvert tous les deux dans Peacemaker. Il a rien à voir avec son rôle dans Peacemaker. Il a rien à voir, mais c'est un acteur qui a une vraie incarnation, où tu sens qu'il... Il est à 100% dans son personnage, et sans le surjouer, mais tu vois, je me souviens pour l'annonce de la nouvelle timeline du MCU, enfin des nouveaux films annoncés, il est arrivé en costume à la Comic-Con, ou je crois que c'est la Comic-Con de San Diego, ou un événement Disney, enfin je sais plus à quel moment ils avaient fait ces annonces là pour annoncer du coup Gardien 3 et compagnie. Et il était arrivé en costume sur la scène, en arrivant par le public, avec ce côté vraiment, il était déjà dans son rôle, tu vois, il n'était pas là en tant qu'acteur grimé. Et ça se sent. Tu te rappelles quand il faisait ça, Robert Downey Jr. qui débarque dans la foule, Loki quand il avait Loki quand il arrive, c'est sûrement le truc. Loki au Comic-Con, si vous n'avez jamais vu Loki au Comic-Con, regardez cette vidéo. C'est super cool. Hiddleston, il s'éclate. Et Hiddleston est aux anges tu sens qu'il se remet pas de cette vague d'amour qu'il a. Donc Rocket a des amis en prison. Il y a Tiff, appelé Moustache en VF. Qui est un énorme morse en fauteuil roulant, en gros. Layla, qui est une loutre. Une loutre, ouais. Voilà. Moi, je suis parti sur une loutre. Et Flore, donc Sol, j'imagine. C'est ça, Sol. Sol en français. Flore qui est un lapin avec... bien creepy. Il a une mâchoire en métal et tout. Ça. Mais qu'on voit jamais ouverte. Non. Il restera toujours fermé. Non, mais je me demande pourquoi ils ont fait ça, en fait. Il faut rendre les animaux plus intelligents. Viens, on va leur mettre une bouche en métal, quoi. Non, mais c'est pour montrer vraiment qu'ils essayent ils font des créations horribles, quoi. Genre, c'est pour montrer le côté inhumain de... en fait, ce qu'ils essaient, c'est de les transformer en humains. Et il y a une machine pour ça. Et plus qu'en humain, c'est vraiment en outil de... Les créations qu'il a, qu'on voit à la fin du film, il s'en sert vraiment comme des armes, en final. C'est vraiment des outils de destruction, quoi. En fait, il veut créer une société parfaite.
Et sa manière de penser, c'est de se dire, si on transforme les animaux en humains, peut-être que ça ferait la société parfaite. C'est ça. Moi, personnellement, je pense que ce serait la pire idée au monde. Que des instincts grégaires. Non, parce que nous, on a eu des milliers et des milliers d'années pour devenir ce qu'on est. Mais à l'origine, on était quoi? Des animaux. Voilà, on était des hommes de Cro-Magnon, on est des hommes de Cro-Magnon et tout. Donc j'imagine que ce serait très violent, un monde où les animaux sont transformés en humains. Ouais. Ce serait un monde extrêmement violent parce que les animaux ne pensent qu'à deux choses, manger et baiser. C'est les deux seules choses qui les intéressent, les animaux. Donc il y aurait des partous partout. Un monde parfait pour James Gunn, peut-être. Des orgies où tu vois un homme chauve-souris couché avec un homme araignée. Tu vois, un truc que j'ai déjà sûrement rêvé. Est-ce que tu as un préféré dans les animaux Bah, ce petit lapin, moi, il m'a fait beaucoup d'effets. Ouais, Mais après, mon préféré, c'est vraiment la voix de Rocket dans ces scènes-là qui me transperce le cœur. C'est toujours Bradley qui fait la voix enfant? Et bah, il me semble que c'est Gunn, mais je sais plus où j'ai lu ça et j'ai pas réussi à le retrouver avant l'épisode. Mais c'est Gunn qui fait Rocket enfant? Enfant, il me semble, mais j'ai pas réussi à retrouver. Mais il me semblait avoir lu ça justement dans des tweets où il avait discuté avec des. On en parlait juste avant. Bradley Cooper n'a quasiment fait aucune interview pour dire je suis toujours resté très discret. Voilà, il a fait une interview, il a dit oui, c'est moi la voix de Rocket et c'est tout. Pourtant, il est excellent. Il est excellent. Et... un vrai comédien de doublage là-dessus. Ouais, c'est plutôt rare pour les acteurs comme ça. Il est très bon et il mériterait qu'on en parle un peu plus, franchement. Mais en plus, Bradley Cooper a eu ce truc-là parce qu'il est quand même. Enfin, il a pas tourné dans des films de super-héros, à part Les Gardiens, j'ai pas. Non, ça me dit rien. Et je pense qu'il a quand même cette volonté, lui, vu les films dans lesquels il joue, de rester quand même un peu séparé de tout ce business-là de Hollywood avec les films de franchise et tout ça. Il est quand même. Ah, il a joué dans l'Agence Tourisque. Ouais, mais tu vois, genre c'est un remake d'un film qui est assez populaire. Série populaire. Série populaire, pardon. Mais il est quand même, il reste quand même dans une image d'acteur hollywoodien plus classique, on va dire. Et en faisant sa voix sans se mettre en avant en tant qu'acteur, du coup, il garde vraiment ce que je te disais tout à l'heure, mais il garde vraiment la voix de Rocket comme étant vraiment la voix de Rocket et c'est tout. Genre, il se met pas en avant, il essaye pas de récupérer de la fame ou ne serait-ce qu'un peu de. Ouais, c'est pas Vin Diesel, quoi. Bah, c'est. Voilà. Vin Diesel, il dit une phrase, il gagne des millions. Yo, c'est Groot. Il dit deux phrases différentes dans ce film. Yo, c'est Groot. Je comprendrai jamais. J'ai déjà dû en parler dans les épisodes précédents. Pourquoi en VF ces jeux s'appellent Groot? Parce que j'ai regardé les autres en espagnol, c'est Yo soy Groot. Enfin, oui, il n'y a pas de. Ich bin Groot. Enfin, voilà. Là, ils ont décidé de je s'appelle. Ouais. C'est bizarre. C'est peut-être par rapport à. C'est dans les comics en fait. Ouais, mais dans le doublage français, je me dis que peut-être qu'ils ont voulu ajouter une petite connotation un peu humoristique sur sa manière de le prononcer. Ouais, mais je me dis c'est ça. Mais on a déjà assez d'un arme qui dit qu'une phrase. Hein. T'es pas obligé d'ajouter encore plus. C'est pas faux. Rocket est très intelligent, trop intelligent pour le méchant. Et donc il arrive à s'enfuir après la mort de tous ses amis. Il y a un petit moment mignon où il dit moi quand je serai plus grand je vais partir dans l'espace. J'avais pas l'alarme mais moi j'ai pleuré plusieurs fois pendant les scènes avec les animaux ça m'a vraiment si on commence à en parler moi j'ai pleuré plusieurs fois surtout les scènes avec Rocket. Pas que, mais il y a vraiment cette scène là dont tu parles, même quand il a tous les petits ratons dans les mains là. Stop, arrêtez ça. Quand il voit les ratons, c'est trop mignon. Et puis même, presque t'as des émotions et des larmes avec des images de synthèse. La scène où tu sais, il s'arrête et il se dit mais je peux pas laisser tous les autres animaux ici. Genre c'est pas possible, genre je peux pas. Et tu vois, t'as un plan sur ses yeux, sur son visage et c'est hyper prenant. C'est trop fort, trop fort. C'est marrant, Nowhere maintenant a plein d'animaux qui courent partout comme ça. Ouais. L'Arche de Noé version James Gunn. Sacrée tronche. Donc il défonce le méchant à coups de griffe. C'est pour ça qu'il a son visage. C'est ça qu'on dévoile à la fin du film. Son visage qui me fait penser à Brésil. Ouais, c'est le visage étiré dans Brésil. Ouais. Dans le présent, Gamora est désormais une ravageuse. Elle est toujours désagréable et vénère. Donc c'est vrai que tout l'arc de Gamora, en fait, c'est
Star-Lord n'a pas beaucoup de choses à faire dans ce film. Non, mais il est là pour sauver C'est son pas ami. le héros, c'est Rocket. C'est Il est là clairement pour Rocket. sauver son ami. Et vraiment, il est prêt à se sacrifier pour lui. Il le fait d'ailleurs dans le film. Hein. Et donc son arc tourne plus autour de Gamora. Mm. Et ils ont des moments très, très marrants Et ensemble. Je trouve ça assez logique en soi parce que c'est un peu le seul arc de l'histoire de Peter qui était encore un peu. Ouais, il y a eu son père, il a sauvé la galaxie plein de fois. C'est et ça. tout, donc, Et il lui restait ce truc avec cette nouvelle Gamora où lui, forcément, était dans une espèce de dépression, alcoolémie, enfin un alcoolisme exacerbé parce que il a perdu la femme qu'il aimait et il y en a une qui est là, mais c'est plus celle qu'il aimait. Enfin, il y a tout un truc dans le film qui est plutôt bien montré et qui conclut bien, je trouve, les 3 films où on a quand même une relation très poussée entre Gamora et Quill au fur et à mesure. Et c'est très intelligent, c'est que ils finissent pas ensemble à la fin. Non. Il fait pas le choix facile. Et puis il y a des répliques qui sont à briser le cœur, alors que je suis pas un énorme fan de Peter Quill, même si je trouve que Pratt l'incarne très très bien dans tous les films. Plus que dans le Holiday Special où il était en pilote automatique. Ouais, un dans peu le plus. Holiday Special. Mais je pense que c'est presque une volonté, mais de s'effacer un peu pour les autres personnages aussi. J'ai l'impression, peut-être plus de la part de Gunn que de Peter Quill, enfin de l'acteur, mais de Chris Pratt. Mais tu sens qu'il a aussi envie de laisser la place aux autres personnages d'exister parce que Peter a déjà pris beaucoup de place à tel point que tu as cette scène dans Infinity War où il est tellement con où il fait revenir Thanos à lui-même tellement il est débile, quoi. Enfin, genre, il y a tous ces trucs-là qui sont mis en place et ça fait un peu fait le tour de son arc, quoi, et c'est bien. C'est très touchant. Il y a des scènes très touchantes avec Gamora. Tiens, encore un truc qui n'a pas de sens. Peter Quill Mm. a fait partie des Avengers. Tout à fait. Il a sauvé le monde. Mhm. Il était dans la bataille. Une bataille qui est dans les livres d'histoire. Putain, grave, ouais, c'est bon, je sais sur quoi tu vas aller. Pourquoi son grand-père est pas au courant que Oui, Peter Quill oui. existe? Après, peut-être qu'il est présenté comme Star-Lord et pas comme Peter Quill. Ah, peut-être, ouais. Star-Lord. Mm. C'est possible. Du coup, Ouais, non, mais puis il n'y avait pas de photos hein, sur place. Il n'y avait pas des il y mecs avait en train de prendre pas des trop de photos. caméramans, donc, non. c'est juste, de temps en temps, il y a des petits trucs comme ça. Dans la Après, MCU, peut-être que Ant-Man a donné des détails dans son bouquin, je sais pas, ou dans la version audio. Donc ils partent sur la Contre-Terre, qui est une soi-disant société parfaite avec des animaux qui parlent. Il y en a, ils sont bien dégueulasses. Les chauves-souris, par exemple. Ouais, c'est la famille dans laquelle ils ont vont. oreilles et tout. Et on découvre petit à petit que tout le monde prend du crack, qu'il y a des bagarres, qu'il y a des raquettages. En fait, c'est pas du tout une société parfaite. Non. Elle est peut-être même pire que la nôtre. Bon, elle est à l'image en fait de la Terre déjà. T'as aimé toi tout ça les Guardians qui se séparent C'est un peu le truc qui m'embête un peu, c'est que ça prend beaucoup de temps tous ces passages-là, et puis même sur la planète organique, là, enfin tout l'espace organique où il y a des passages très cool, très marrants, il y a des scènes très très drôles, hein, je pense qu'on reviendra un peu sur l'humour après. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de moment dans le film où tu sens qu'il ouvre beaucoup de pistes, beaucoup de trucs, et tu sais pas trop où ça va aller, enfin tu sais pas trop pourquoi il s'éparpille autant, alors qu'au final t'as envie que l'histoire peut-être soit un chouïa plus resserrée. Enfin moi c'est un peu ce que j'avais envie, mais j'étais quand même à fond, hein. Enfin il y a pas de souci, quoi. Je pense que il a 3 personnages préférés en dehors de Rocket qui est sûrement c'est lui, enfin c'est lui, son perso. Voilà. Il a 3 personnages préférés avec lesquels il s'amuse le plus, c'est Nebula, Drax et Mantis. Ouais. Et en gros là, c'est leur moment, quoi. C'est le moment où on se dit, vas-y, on va... Très content de voir vraiment Nebula comme ça en action dans l'équipe, vraiment, pour la première fois. Ouais, Nebula qui est toujours pareil, hein, qui est toujours aussi antipathique que d'habitude, Ouais, mais qui maintenant est très professionnelle et à fond dans son job. Elle prend ça au sérieux. Et quand tu la vois dans tout ce film et que tu as cette scène de fin où tu la vois enfin, presque pour la première fois, sourire et rire avec la gorge déployée. Ah, un truc que j'adore. C'est fou. C'est quand... Nebula et Gamora se voient, elles font juste... Elles ont pas une scène ensemble du film, et ça c'est trop bien. C'est trop fort, c'est trop fort. Parce qu'on nous l'a fait 1 milliard de fois, les filles de Thanos qui se battent les unes contre les... Ça on l'a vu, quoi, on est bon. Et... surtout quand t'as eu Gardien 2 où t'as des scènes où t'as la scène où Nebula arrive en vaisseau, elle fonce sur Gamora, tu sais, elle lui rentre dedans. Non, ça c'est avec Thanos. Non, dans Gardien 2, je l'ai revu il y a pas longtemps. Parce qu'elle fait la même avec Thanos. Elle arrive sur Ego et elle fonce sur Gamora et Gamora la sauve parce qu'elle s'écrase et compagnie. Mais je me rappelle qu'elle fait la même avec Thanos où elle débarque et elle fonce dessus. Ouais.
Et Drax et Mantis, que dire sur Drax et Mantis, qui est le duo comique du MCU, le meilleur. Hein. Le dialogue sur les métaphores et les personnages les plus marrants, et je trouve que justement Nebula qui fait la gueule et qui prend tout au sérieux, qui est très premier degré, Drax qui ne comprend rien à ce qui se passe, mais qui est toujours avec le sourire et qui est toujours un peu bené. Et Mantis qui est le personnage le plus psychédélique et chelou de l'histoire. Mantis, c'est par exemple, il y a la scène où ils sont tous en combinaison et ils sont en train d'arriver sur une planète et tout. Et il y a Mantis qui arrive la tête la première. Elle fait des saltos pendant le truc. Mais rien que ça, c'est génial d'avoir un personnage comme ça, quoi. On parlait de personnages enfantins. Mantis, c'est une gamine, quoi. Elle est excellente. Et Pomme Clémentif, elle la joue à la perfection. Hein. C'est une révélation. Un des plus beaux personnages. J'espère qu'elle aura une bonne carrière parce que franchement, en Mantis, j'y croyais pas dans le 2. C'est par la suite dans les Avengers où je me suis dit en fait il y a un gros potentiel avec ce personnage, mais là ça se ressent. C'est surtout qu'elle est très bien utilisée dans l'Avengers. Très bon ajout de la part de James Gunn parce que j'aurais pas. Il faut y penser. Faut avoir comme Mantis, faut l'inventer. Et puis ce duo avec Drax, il y a vraiment un truc qui est. C'est Laurel et Hardy. Ouais, il y a ce que j'allais dire, tu reviens vraiment à l'essence comique de base avec des choses toutes simples. Un duo. Un ping-pong verbal incessant avec toujours je trouve que ce film est extrêmement drôle. Ouais. Il est très très drôle. Hein. Et je m'y attendais pas autant. Un truc aussi mélanger Drax est très premier degré, il comprend rien à ce qui se passe autour de lui, il sait pas faire une métaphore. Cette scène, moi, elle est très 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 basée sur les émotions, sur la connexion avec les gens et tout. Et Drax, c'est le mec qui n'a pas vraiment d'émotion quand on réfléchit, tu vois. C'est ça. Il le montre par-ci par-là, mais la plupart du temps, il se passe un truc grave devant lui, il va dire un truc con, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc Drax et Mantis, c'est top. C'est le meilleur duo de ce film. Et avec Nebula, et t'en parlais très bien, c'est quoi le meilleur duo du MCU en dehors d'eux? Avant, il y avait les Science Bros avec Tony et Bruce qui était sympa comme duo. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de gros duos drôles comme ça. On a des personnages drôles, mais on n'a pas forcément un duo qui se complète aussi bien que ces deux-là. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Hein. Non. Souvent, il y a le personnage principal, le ressort comique, c'est son aide ou tu vois, ce genre de personnage. Par exemple, Thor avec Korg et l'autre, l'espèce de petite bestiole. Mais il n'y a pas vraiment ce même genre de... Non, c'est pas un duo. Ouais, c'est ça. T'as des personnages secondaires qui sont des personnages drôles, comic relief autour du personnage principal, mais pas un duo identifié, genre ils sont... Tu sais, il y a des moments où il n'y a pas de scène avec eux, et tu te dis, tiens, je me demande ce que Drax et Mantis sont en train de faire. Ils sont où, là? C'est ça. Et Batista, il va, je pense, dans les 5 à 10 prochaines années, il aura un Oscar. Ça va devenir un acteur dramatique. C'est ce qu'il veut, de toute façon. Oui. Et il est bon dans tous les trucs dans lesquels je l'ai vu. Et il a un panel d'acting qui est fou, hein. Ne serait-ce que... Enfin, je dis il va gagner un Oscar, il sera nommé au moins. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans l'idée, il va avoir son rôle. Si on veut savoir lequel des 3 grands catcheurs, c'est lui, il n'y a pas de doute. C'est pas The Rock, c'est pas John Cena, ça va être lui qui va... c'est marrant parce que c'était le moins intéressant des 3 catcheurs en tant que catcheur. À la base, ouais. C'était pas un catcheur très, très fascinant. Pas avec l'identité la plus folle. Oui, c'est clair. Ouais. Très, très classique comme catcheur. Ouais, et au final, c'est lui qui a le plus de variété dans son jeu. Au final, quand j'y repense, le Batista de la WWE était très Drax, avec ce côté très premier degré et très, sérieux, quoi. Très sauvage, comme les Drax dans les comics. Où c'est vraiment Drax le destructeur, quoi. C'est pas. Il a toujours son côté, il sort ses couteaux de son dos et il court, quoi. ça. C'est vrai que Drax dans les comics, c'est pas censé être encore plus fort. Si, c'est un personnage très, 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 très fort. Hein. Oui, clairement. Voilà, ils l'ont rabaissé un peu parce que sinon. Comme souvent. C'est souvent ce qu'ils font. Après beaucoup de rebondissements et de planètes qui explosent, ils arrivent à sauver Rocket, qui voit ses amis dans l'au-delà. Et il y a Aisha qui meurt aussi. Rest in Pistol Queen. Oui, c'est vrai que sa mort est... La plus grande des actrices. 1m90. Et la plus belle aussi. Oh. Mais du coup, ça fait une petite...
une petite graine plantée pour la suite de Adam Warlock, d'avoir perdu sa mère à ce moment-là et tout. Il va pouvoir s'émanciper et du coup là il rentre avec les gardiens du coup vu qu'il a plus d'attache avec son truc de base, donc c'est pour ça qu'ils la font mourir maintenant, et en soi c'est bien pour le perso parce que ça va lui permettre d'évoluer. J'attends de voir ce qu'ils vont en faire maintenant, quoi. Ils ont pas fait grand chose avec ces. Parce que je Cette lisais. civilisation. Ouais, je lisais le synopsis. Et ça disait qu'en gros, les gardiennes allaient affronter Aisha et Adam Warlock. Bien sûr. C'est comme ça que le film était vendu à l'origine. Mais il y avait quand même déjà de base. On savait que ce serait sur Rocket. Ouais. Oui, et que le High Evolutionary serait présent par rapport à Rocket, justement. Ouais. Ça, c'était de base avant même qu'il se fasse virer, parce que visiblement, ça a un peu bougé après que Gunn se soit fait virer. Parce qu'il a quand même eu beaucoup de projets ces dernières années. Il a pas eu le temps de chômer, le garçon. Et là, il n'a pas fini. Hein. Non, attends, c'est que le début, justement. Il est parti. Déjà, il va faire le prochain Superman. Ce qui est. T'as pas idée à quel point je suis content. Je sais. Et passer de Snyder à James Gunn. En vrai, tu pouvais pas espérer mieux, je pense. Non, parce que Gunn, je sais que. Il y a l'émotion, il l'a encore prouvé avec Snyder n'aimait pas Superman. Je suis pas sûr qu'il ne l'aimait pas, mais il avait pas envie de le rendre. Il aimait pas le aimable. Superman tel qu'il était. Il aimait pas le Superman qu'on connaît. Il aimait pas l'image que renvoie Superman. Il aimait pas ce Superman-là. Lui, son bébé, c'était Batman. Il aurait dû faire un Batman. Ça aurait été parfait. Son univers, il se prête parfaitement à Batman. D'ailleurs, les scènes dans Batman v Superman où Batman tabasse tout le monde et tout, tu sens qu'il a quand même le potentiel de faire un super bon film. Ça correspond vachement plus à son iconographie. Il a quand même à faire un super bon film Batman. Mais par contre, Superman, c'était pas fait pour lui. Et ça a été prouvé. C'était vraiment pas fait pour lui. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment Man of Steel. Non, mais le film a ses qualités. En tant que film de Superman, c'est ça que je veux dire. En tant que film de Superman, il avait beaucoup de défauts par rapport à la caractérisation de notre héros. Mais Gunn, il va pas faire Guardians, hein, il va pas te faire la musique, il va pas te faire ceci, il va pas je pense pas qu'il va faire une sorte de film à la Guardian, ce serait bizarre, ça ne fonctionnerait pas avec... Non, mais je pense que ce qui l'intéresse chez ce personnage, c'est que ça reste quand même un extraterrestre, il faut pas l'oublier, c'est avant tout un extraterrestre au milieu d'humains, donc il y a ce truc de la différence, tu vois, des personnages différents qui sont à la marge, et il n'y a pas plus à la marge au final que Superman. Enfin, genre, c'est parfait. Sa vraie identité, c'est le fait d'être un extraterrestre. Et c'est ce qu'on oublie un peu. C'est l'inverse. Enfin, il a le côté inversé de n'importe quel super-héros qui a son identité cachée. Lui, sa vraie identité, c'est le fait d'être un super-héros. Et sa deuxième identité, c'est d'être Clark Kent, qui est son... Là où c'est à ce moment-là qu'il met un masque, en fait, et c'est un peu le truc inversé. T'es en train de m'expliquer Superman ? Non, mais je veux dire que je pense que c'est ce que Gunn apprécie. Est-ce que tu sais, Max, quand il met des lunettes, est-ce que tu sais que le costume de Superman, c'est en fait Clark Kent ? C'est d'ailleurs un magnifique speech de Bill dans Kill Bill. C'est vrai. Kill Bill volume 2, où il t'explique tout le concept. Pourquoi il aime Superman. Et ça, c'était trop bien d'ailleurs, parce que c'est rare de nos jours les gens qui te disent j'aime Superman. On va plus te dire j'aime Batman parce que réalisme, parce que dark, parce que c'est un être humain, parce que ceci, parce que cela. Mais Superman, il y a un vrai truc à faire avec qu'on n'a jamais fait encore. Voilà. Et en plus de ça, on a essayé de faire le donneur. On a fait des nanars. On a essayé de refaire donneur. On l'a raté. On a fait du Snyder pur, mais on n'a pas dans tout le tas eu un vrai film de Superman avec un vrai Lex Luthor, avec un Superman. On a eu dans le Christopher Reeves, on a eu quand même beaucoup du vrai Superman, mais ça restait un film de son époque, vraiment un vrai film de son époque qui de nos jours est un peu plus difficile à regarder. Le personnage de Luthor était beaucoup plus... C'était un ressort comique par moment. Oui, bah, c'était très caricatural. Voilà. Même si Gene Hackman est top dans le rôle, il est sûr. excellent. Mais on n'a pas eu vraiment le... Tu vois, Batman a eu le droit à plein de versions différentes. Tu peux choisir celle que t'aimes. Alors que Superman, pour l'instant, on n'en a eu que 2. T'as celui de Christopher Reeves, que c'est soit t'aimes celui-là, soit t'aimes celui d'Henry Cavill. Ouais. C'est vrai que celui qui est au milieu, celui de 2006, est très Donner. Bâtard, parce que voilà, il rend totalement hommage à ce qu'a fait Donner. Avec ce connard de Bryan Singer. Et je comprends ce que tu veux dire, parce que moi j'ai toute confiance en Gunn sur ce projet, parce que avec l'émotion qu'il est capable de ramener, justement, qui manquait avec Snyder, l'émotion.
que peut procurer un personnage comme Superman, c'est vraiment parfait. Et je pense qu'il va surtout, lui, en faire un film très grand public, comme l'a été Les Gardiens, tu vois. Ce côté, un film de 7 à 77 ans, quoi. Où Tiens, on n'a pas parlé de Cosmo. On n'a pas parlé de Cosmo encore. Cosmo, la chienne russe. C'est ça. Qui a un joli accent, c'est mignon. Ils ont mis un petit accent russe. Pour une fois, qui est joué par une actrice d'origine. Ah ouais. Maria Bakalova, ouais, qui a ok. quand même des origines russes. Parce que, en tout cas de l'Est. Pas trop m'avancer. Le concept de Cosmo. Donc c'est un chien qui a existé dans la vraie vie. C'est basé sur Laika, qui a été envoyé par l'URSS dans l'espace. Premier animal, je crois, à aller dans l'espace. À sa propre mort. Comme les singes qu'on a envoyés aussi. Tout à fait. Et je sais pas pourquoi on a décidé d'envoyer un chien d'ailleurs. Ça aurait pu trouver autre chose. Je sais pas, envoyer des souris quoi. Je sais pas, le meilleur ami de l'homme, peut-être un truc par rapport à ça. Ouais, on va le tuer, tiens, meilleur ami de l'homme. Et donc Cosmo a été récupéré. On sait pas trop comment. Non. Ou alors elle s'est retrouvée à Nowhere. Et ouais, j'aime bien ce personnage qui reste un chien en plus, c'est ça qui est drôle. C'est pas comme Rocket qui est vraiment. C'est un vrai être humain. Là, ça reste un chien. Quoi. En costume un chien qui a des pouvoirs en plus, des super pouvoirs. Des pouvoirs un peu cheatés même. Et on l'a voyé dans le premier Guardians. Oui, tout à fait. Chez le collectionneur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on l'a revu aussi dans le Holiday Special. Du coup, c'est là où vraiment elle a été introduite. On la voyait aussi avec Howard le Canard en train de boire quand il boit son verre. Oui, exact. Elle était là. D'ailleurs, Howard le Canard qui a un petit caméo d'un quart de seconde, comme dans tous les Guardians. Toujours content. Voilà. Et même dans Endgame, je crois. Il apparaissait par les portails. Quand est-ce qu'ils vont faire un film Howard le Canard là ? Je pense qu'ils ont d'autres priorités pour le moment. Décevant. Et très bon duo aussi avec le personnage du frère de Gunn, Kraglin, où tu as des petites vannes qui s'envoient tout le film et au final la résolution est encore une fois... avec qui ? Kraglin et qui ? Kraglin et Cosmo. Ah, et Cosmo, ouais. Qui sont tous les deux sur Nowhere et genre ça marche très très bien. Il est encore une fois très, très émouvant à plein de moments. Ouais, et puis il arrive toujours pas à se servir de sa flèche aussi. C'est un peu son arc entre les films. Ouais, mais tu vois, chaque perso arrive quand même à avoir son arc. Ah oui, il développe très bien les personnages. Il est trop fort parce que même la scène où il est planqué quand c'est au début du film, c'est ça, quand Warlock arrive et tu te dis, vu que tu as eu une petite scène avant où il était en train de s'entraîner avec sa flèche, tu te dis bon bah là il va y arriver. Non, il n'y arrive pas, il arrive à la fin du film, vraiment quand il y a des enjeux vraiment hyper importants et là il s'en sort quoi. Et il débarque avec Nowhere, comme si c'était un camion. C'est ça. Ah oui, c'est le camion de l'espace. C'est la tête d'un célestial. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y fait une référence d'ailleurs, le maître de l'évolution, en disant c'est une tête d'un dieu ou un truc comme ça, parce que c'est censé être. Les Célestials sont des dieux d'une certaine manière. Donc. Groot sauve Adam Warlock, car tout le monde mérite une deuxième chance. Tout à fait. Et c'est là que je me dis que l'arc il est pas génial, parce qu'on le voit pas, Adam Warlock du film, et d'un seul coup c'est en fait t'es notre pote. Ouais. En fait, tu vois. On sent vraiment que c'est le point faible du film, quoi. Ouais. En fait, tu peux t'en passer, quoi. Tu vois qu'il a un peu d'humanité parce qu'il adopte un animal et compagnie, et vu qu'il y a vraiment un rapport, il y a un vrai sujet sur les animaux et sur la maltraitance animale dans ce film, tu sens que c'est un personnage qui peut aller du côté du bien, et c'est comme ça que Gunn te le montre, en montrant qu'il a de l'affection pour une petite créature, quoi. Mais des protos Superman, on en a beaucoup dans le MCU. On a Captain Marvel, on a le mec de Eternals, on a des mecs. Il est mort lui, donc. Ouais, on sait pas. Quoi. Les mecs qui volent, on en a beaucoup quoi au final. Et ces pouvoirs, ils sont pas. Il y a pas un truc qui me dit c'est trop cool. Même un White Vision va être un petit peu. Ouais, il y a pas un moment où je me dis tiens. Ces pouvoirs sont cool. Ils auraient dû limite changer un truc des comics et lui rajouter un pouvoir différent, un truc comme ça, parce que. Faut voir comment ils le traitent par la suite, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment, c'est un brouillon encore du personnage. Il est pas encore à 100%, quoi. Mais il est plutôt bien incarné. Enfin, en soi, je trouve que Will Poulter est pas mauvais dans le rôle. Ouais, il le joue comme un ressort comique. C'est ça. Voilà. Les Guardians sauvent tous les enfants esclaves et ils laissent le maître de l'évolution sans visage. Ouais. Ça, c'est intéressant qu'il ne tue pas le maître de l'évolution. Bah oui, pour le coup, c'est un méchant très méchant qu'on laisse en vie
par humanité. Enfin, en Tu tout sais cas, qu'il reviendra pour sa revanche un c'est jour. ça, et c'est cool parce que c'est pas toujours le cas. En général, c'est des méchants jetables et à la fin du film, il est mort, ou alors en tout cas, il est plus en état de pouvoir revenir. Bah, y a Namor qui va revenir. Mhm. Enfin, si, hein, Oui, oui. on sait pas ce qu'ils vont faire. Je dis Non, pas mais ils revenir. ont compris ça, je pense, au bout d'un moment, parce qu'ils en ont même fait des vannes, je crois, si je me souviens bien, dans She-Hulk, où il y avait une vanne sur le fait que les méchants. Il y a Kang qui revient tout le temps. Oui. Donc au moins, lui, c'est un personnage quand même assez récurrent. Mais c'est vrai que pour Gore, par exemple, ils ont tué Gore. Ouais, ouais. Après, ça m'étonnerait que Christian Bale ait eu envie d'avoir un personnage récurrent dans Marvel. Non, je crois que son expérience lui a suffi, vu les échos qu'il a eu. Ah ouais, il a dit quoi? Oh, bah, il s'est pas trop éclaté, il savait pas trop ce qu'il devait faire Ouais. et il était pas très. Enfin, il avait du mal avec cette technique de sur fond vert et enfin ce modèle de, Là, il y a dû y en de avoir production, beaucoup quoi. dans Love and Thunder en plus. Alors que dans celui-là, il y en a beaucoup moins. Enfin, les effets spéciaux sont très beaux et en plus, il y a beaucoup de vrais décors en dur. Enfin, ouais, c'est ça, décors réels. Et oui, ça a battu le record du plus grand nombre de prosthétiques. Tout à fait. Prothèses, pardon. De prothèses, ouais. De prothèses. Il se régale, hein. Enfin, il y en a de partout. Il y a vraiment tous les personnages ont au moins un truc, un machin. Même Tu peux mettre pause à plein de moments et essayer de on n'en a regarder. pas trop parlé, mais toutes les scènes au début du film avec Nathan Fillion et tout ça, genre il y a plein de personnages qui sont balafrés de partout, qui ont des tronches Nathan pas Fillion possibles. ils ont une sorte d'armure combi, là. de sumo, quoi. C'est un truc énorme. Mm. Ouais. Nathan Fillion qui fait sa deuxième apparition il jouait aussi dans le premier Guardians. Ouais. Il a joué Grand pote de The James Suicide Gunn. Squad aussi, ouais. Et grand pote de Gunn, ouais, je crois qu'il a joué dans un de ses premiers films d'ailleurs. Mais par contre, on n'a pas trop parlé de cette scène, mais en parlant du visage du maître de l'évolution, mais la scène où Rocket l'agresse au visage, là, elle est sans montrer de sang ou quoi que ce soit, elle est quand même très très violente parce qu'elle est que dans ce qu'on te laisse imaginer et du coup c'est encore plus violent quand tu vois après le fait qu'il enlève son visage et tout, tu comprends que oui, il y a eu une vraie agression, enfin il l'a vraiment déchiqueté, quoi. Ouais. Faut pas faire chier Rocket. Non, bah non, pas trop. Surtout quand on bute ses amis, quoi. J'aime bien quand même le petit moment où il dit je suis Rocket Raccoon. C'est vrai que c'est son nom dans les comics, et jusqu'à présent il l'avait jamais dit. Eh non, jamais. C'était Même, juste Rocket. et le côté ridicule passe en plus parce que c'est vraiment genre. Ça sonne tellement bien Rocket Raccoon. Oui. Et tu sais d'où ça vient? Bah oui, bien sûr, oui. Les Beatles, Rocky Raccoon, Oui. la chanson de Paul McCartney, Rocky Raccoon. Et la scène de combat contre le maître de l'évolution à la fin, où ils se liguent tous pour l'immobiliser, elle est hyper forte aussi, je trouve. Qui sont tous déchaînés contre lui, il a pas la moindre chance, alors qu'il a l'air quand même d'être assez fort, hein, mais impossible. Bah, c'est un dieu techniquement. Bah, c'est pas un dieu, mais parce qu'à la base, c'est un humain. La vie. À la base, c'est un humain, mais voilà, c'est ça. C'est vu qu'il n'y a pas de dieu, c'est moi qui le remplace, quoi. Donc, techniquement, on peut penser que c'est un dieu pour certaines personnes. C'est ça. Ah bah oui, bah, il a clairement. créé la vie pour certaines personnes. Ouais. C'est un créateur, ouais. Ça fait beaucoup de dieux hein, dans le MCU. Ah, beaucoup. Bon, lui, c'est pas un vrai dieu, mais on se comprend. Quoi. Bah, il l'est à sa manière, quoi, à son échelle. Les Guardians décident de se séparer. Oh. Quill va voir son grand-père sur Terre. Mantis part se promener, comme Kane dans Kung Fu. Drax reste à Nowhere pour s'occuper des orphelins avec Nebula. Avec Nebula, ouais. Gamora rejoint les Ravagers, où elle a l'air très heureuse. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça. Elle s'est trouvée une famille. C'est assez intéressant. C'est Gunn qui parle, là. Ouais. C'est lui. C'est Gunn qui part chez DC, quoi. Bah oui, enfin. Je reste chez les Ravagers. Je reviens pour un film. Enfin, le personnage de Gamora qui revient pour filer un coup de main. Pour filer un coup de main dans cette histoire-là, alors qu'elle est dans une nouvelle équipe. Elle les aide. Enfin, genre, il y a vraiment tellement la nouvelle équipe, c'est plus trash aussi que les Guardians. C'est les Ravagers, quoi. Donc. Et puis Peter Quill qui est tout le temps là en mode mais nous on t'aime, on te veut avec nous. Et lui, mais non, mais moi je m'en vais en fait. Ils s'en vont, tu vois. Genre, je peux pas rattraper le passé. Je suis plus la même personne que j'étais à cette époque-là. Et vraiment, il y a un vrai message derrière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Gunn le place sans s'en cacher. Hein. Enfin, c'est. Surtout quand moi ça m'a fait le tilt quand j'ai vu la scène où Gamora du coup rejoint les Ravageurs avec Sylvester Stallone et compagnie, et t'as des personnages. Ah puis c'est vrai qu'il y a Slide dans ce film. T'as des personnages dans cette scène du coup qui sont entre guillemets la nouvelle famille de Gamora avec qui elle est, qui font très personnage d'ici, je trouve. Même t'as une espèce de personnage rouge
qui ouvre un portail à un moment, qui a l'air d'être un magicien, quoi. Il fait très très DC Comics dans le design et tout, et quand j'ai vu la scène, je me suis dit oui, mais ta nouvelle famille, c'est bon, on a compris en fait. Ouais, puis Stallone, il fait passes plus à la suite, quoi. Stallone, c'est plutôt DC que Marvel. Bah, ouais, je sais pas, même lui, tu vois, dans sa carrure et tout, il fait pas personnage Marvel. Et ça me fait trop rire, quoi. Le film commence et tout, et d'un seul coup, je vois Stallone et je suis putain, j'avais complètement Et oui, oublié. et il le fait de Stallone. bon cœur, ça se sent, hein, genre il est pas, ça le fait pas chier d'être là, quoi. Il y a la classe dans ce Bah oui. costume. Ouais. Et du coup, le film, il se clore. La dernière scène, c'est celle où Rocket récupère le MP3, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais. C'est pas un MP3, c'est un. Ah oui. C'est un quoi déjà? Ah, j'ai plus le nom. C'est un Zune. Un Zune. Voilà. Mm. J'avais Zoom dans la tête. Oui, bah oui, Zoom, c'est autre chose. Et Groot dit I love you guys. Mm. Donc Vin Diesel a été payé pour 2 phrases. C'est ça. Pourquoi est-ce que Groot sait parler? Pourquoi il nous fait chier depuis tout ce temps à dire qu'une seule phrase? Si c'est pour qu'à la fin il est là genre et au fait je comprends je parle votre langue. C'est parce que t'es enfin rentré dans la famille des gardiens, Sofiane. Ah. Du coup, tu comprends Gun. Ah. Tu comprends Groot. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Ça se trouve il a dit je suis Groot et en fait nous on a entendu. Exactement. C'est un peu ce qu'a validé Gun sur Twitter. Une théorie de fan, du coup. Ouais, c'est mignon. Maintenant que c'est Bah oui, comme c'est ça. c'est mignon. Surtout que pendant tout le film, Gamora dit comment vous arrivez à comprendre ce qu'il dit, enfin, genre, et à la fin, elle comprend, et le spectateur aussi, donc l'un d'œil est sympa. Et on a une nouvelle team avec Groot, Rocket, Adam Warlock, Cosmo, Kraglin et une des orphelines. Donc. C'est ça. C'est une team. En dehors de Rocket, t'as un peu pris les personnages les moins développés, les moins intéressants du truc et voilà. Mais est-ce que tu crois, toi, qu'il y aura un Guardians of the Galaxy Volume 4 sans Gun, avec quelqu'un d'autre qui reprend cette équipe? Moi, je serais pas surpris. Je pense qu'ils changeront peut-être pas le nom, mais une formulation dans le nom. Ça se trouve, Gunn pourrait revenir pour le faire. Hein, on sait jamais. Non, il a dit qu'il arrêtait. Yeah. Non, il a dit qu'il mettait un terme à son histoire avec ces personnages-là, et je trouve ça pas plus mal qu'ils reviennent pas dessus, parce qu'en soi, il a déjà dit ce qu'il avait à Ouais, dire pour avec. moi, Guardian, c'est son truc. Bah, je suis d'accord, hein, mais je pense que si t'en fais vraiment une autre équipe avec d'autres dynamiques, tu peux vraiment arriver à différencier le truc. Et c'est ce qui est plutôt bien fait en général dans les comics quand tu as des nouvelles équipes, des gardiens qui se mettent en place, c'est que on change vraiment le truc. Tu vas te retrouver avec un Ghost Rider ou un machin pour vraiment différencier les équipes et pas te retrouver avec des trucs très miroirs, quoi. C'est dans quel film où ils refont une équipe d'Avengers à la fin? Avec Scarlet Witch, Vision et tout. Et en fait, cette équipe-là, tu la vois quasiment jamais en tant qu'Avengers. Ah, la Secret. Où il y a... Oui, avec Captain et tout ça, là. Non, c'est pas celle-là? Ouais, où il dit Avengers Assemble juste avant que ça coupe. Ah bah c'est dans Age of Ultron, la dernière scène d'Age of Ultron. Quand ils sont dans... Ça, ces personnages, tu les vois jamais être utilisés comme Oui, une team non plus. Au final, il n'y a rien qui les empêche, quand ils font le 4, de faire une autre team. Bien sûr. Mais le seul truc qui va être un problème, c'est que Guardians, dans nos esprits, c'est un truc qui doit ressembler à James Gunn. C'est un peu comme à l'époque où Batman, c'était Burton, tu vois. Tu pensais Batman, tu pensais gothique, tu penses Guardians, tu penses musique. Tu vois, enfin, c'est... Mais tu vois, je pense pas qu'il y aura de film des Gardiens avant la fin de la phase 6, donc avant vraiment les prochains films Kang et compagnie. Mais par contre, tu sais qu'on va revoir Rocket, qu'on va revoir Groot dans les gros films team-up, surtout s'il y a du Secret Wars et compagnie de prévu. Enfin, c'est obligé qu'ils vont se retrouver tous reliés d'une manière ou d'une autre. Et ça me gênerait pas, tu vois, qu'on ait qu'une partie des Gardiens qui soit présent et qui continuent à participer parce que ils ont cette volonté de continuer à se battre, alors que d'autres sont un peu plus en retrait parce que ils sont juste passés à autre chose et on n'est pas obligé. Puis tu peux recast un Drax par exemple, tu vois, si tu veux reprendre Drax. Tiens, c'est intéressant, c'est quand on en parlait avant, on disait Rocket va mourir, Drax va mourir, un tel va mourir, sur le cul, va mourir. J'étais sur Ils tuent personne. Et j'étais en larmes quand même, tu vois. Ils ont quand même une fin d'arc et tout. Enfin, si tu les revois plus après ça, il y a pas de problème. Mais en même temps, il n'avait pas eu besoin de les tuer. Je pense qu'il aimait trop ces personnages pour se dire. C'est hyper beau comme geste de les garder en vie comme ça, même si la pirouette de fin en mode on se sépare maintenant, machin et tout. Ok, c'est quand même hyper touchant. Et moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des morts, hein, et vraiment aucun, quoi. Et tant mieux, tant mieux. Et le générique de fin qui commence avec du Bruce Springsteen là, enfin, ou je sais pas si c'est au début du générique, mais après, mais.
Il y a du Bruce. Ça a fini de m'achever, ouais. J'ai même pas entendu qu'il y avait du Bruce. C'est pendant le générique, ouais. On a la fin, deuxième post-credits avec Star-Lord qui va tondre la pelouse. C'est ça, qui est chez son grand-père, ouais. Voilà. Et ça termine avec The Legendary Star-Lord Will Return. C'est ça. Donc c'est assez intéressant de se dire que Chris Pratt a signé un nouveau contrat pour faire un film en solo. Film en solo ou alors... Parce que c'est pas les Guardians qui vont revenir, hein. C'est juste Star-Lord. C'est pour ça que je pense que... À mon avis, il y a un petit film en solo ou un truc dans le genre, où maintenant qu'il est sur Terre, ça va être un Avengers. Ouais. Bon. Il est sur Terre, donc forcément, ça va être un Avengers. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire avec lui, on va voir. Tu vas voir qu'il y aura un magnifique projet Vanité avec Chris Pratt qui va réaliser son film Star-Lord. Oh non. It's me, Star-Lord. Yahoo. Tu l'as vu en VO, Mario Bros? Non, je l'ai vu en VF. Ah, regarde-le en VO. Ah, j'ai pas osé. Parce que Donkey Kong, il a le rire de Seth Rogen. Oui, c'est vrai que c'est lui qui le double. Bah voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de Guardians of the Galaxy Volume 3? Je pense qu'on est tous les deux plutôt dithyrambiques. Ouais, c'est le meilleur film Marvel qu'on a vu depuis... 5 ans, 10 ans. Je rigole. Depuis... Non, mais ça fait quelques temps qu'on n'avait pas eu... Endgame. Ah, Doctor Strange 2 m'avait laissé une bonne impression, mais pas le même genre de bonne impression. Parce que là, tu vis des émotions avec ce film, quoi. Genre, t'es vraiment entre... Tu passes du rire aux larmes en quelques scènes, et il y a très peu de films qui te font vivre des montagnes russes comme ça, et... Non, Ouais, je pense qu'en termes d'émotion, c'est depuis Endgame qu'il n'y a pas eu ça. Hein. Ouais, à la limite, WandaVision, qui avait quand même ces scènes très touchantes, mais c'est pas un film, donc c'est encore un peu différent, je trouve. She-Hulk aussi. T'as pleuré devant She-Hulk? Ah, j'ai pleuré. Je pleurais parce que c'était nul. C'était moche. Non, c'était pas nul, mais c'était moche, par contre. Mais c'était un très très bon film, une très belle surprise, parce que... On n'attend plus rien du MCU. On en attend beaucoup moins qu'avant, c'est ça, et du coup... Cueilli, j'ai déjà envie de le revoir pour le coup, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps avec un film Marvel, et du coup toi, Sofiane? Moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Ça fait du bien d'avoir des vrais passionnés sur ce genre de projet, parce que ça se fait plus beaucoup. C'est de pire en pire à ce niveau-là. Qui cultive sa différence, justement. Voilà. J'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'avoir des films originaux. Bah surtout qu'on va arriver sur The Flash après, et on risque d'être dans un sur enfer, Flash, dans vraiment tous les pires défauts des productions de super-héros, je pense. Mais bon, on verra. On fera The Flash, on va aussi faire Secret Invasion dans pas longtemps sur le Patreon, et ensuite ce sera dispo pour vous. Quel est ton petit bilan de la saga Guardians of the Galaxy? J'ai utilisé le mot la saga. Il y a 3 films. 3 films, la trilogie. La trilogie Guardians of the Galaxy. Est-ce que tu as un préféré? Je suis en train de penser petit à petit que c'est le 3 quand même. Je pense que peut-être pour moi c'est le 3 aussi. Parce que... Pourtant j'adorais le premier. Pareil, mais tu vois, genre un truc comme Le Méchant me fait un peu déprécier ce film-là. Je pense que moi, ça serait même un 3-2-1, en fait, je pense. Mais vraiment, le 3 pour la globalité de ce qu'il fait sur la trilogie, le 2 pour le côté émotionnel, et le 1 en troisième, mais un peu par défaut, parce qu'en soi, c'est un excellent film et qui a sans doute moins de défauts que le 3, hein, je pense. Mais je sais pas, j'ai peut-être un petit truc en moins avec le premier, qui est peut-être un peu moins resté dans mon esprit aussi, hein. Il faudrait que je le revoie, pour le coup ça fait un petit moment que je l'ai pas revu. Le premier est top. Mais qui est vraiment très cool aussi. Pour au niveau introduction de ce personnage, c'est ce qui se fait de mieux. Il était très très... En termes de narration, le premier était vraiment top. Mais ouais, j'ai envie de mettre le troisième en premier. Il commence avec Ten Sisi et la mort de sa mère, et il se fait embarquer dans un vaisseau. Rien que le début est super, quoi. Je vais mettre 3-1-2, allez. Après, je te l'accorde. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de films du MCU, je pourrais te citer scène par scène comme ça d'esprit. Mais t'as vraiment Guardians, ça en fait partie. T'as des tableaux dans... Guardians, ça en fait partie. Et t'as un personnage préféré? Drax. Ah, c'est Drax. C'est Drax. Moi, je suis fan de... J'ai regardé du catch depuis tout petit, donc voir Batista comme ça... Ah, il est bien, Drax. Non, en vrai, Rocket a ce truc vraiment hyper touchant, parce que même dans Infinity War et Endgame, je trouvais que c'était un des meilleurs personnages. Il a des arcs trop intéressants.
Mais Nebula, je vais dire Nebula vraiment parce que j'ai adoré l'évolution. Je trouve que c'est un des personnages qui a une des plus belles évolutions de tout le MCU, du moment où la première fois où on la voit jusqu'à là, cette scène de fin où elle est en train de... Elle aurait dû tuer Thanos. De danser sur Nowhere, ça aurait été pas mal. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Je vais dire Nebula, voilà. La rédaction s'engage. Comment elle s'appelle, l'actrice déjà? Quoi d'autre comme petit bilan? Chanson préférée? Bah moi, je viens de dire Tennessee, qui est pas vraiment une chanson très originale. I'm not in love. Mais c'est une chanson tellement bien. C'est peut-être même la meilleure chanson de tous les temps. Carrément. Je tiens à le dire. Non, moi je pensais à une qui est dans ce film, c'est Dogs Are Over, je crois que c'est celle-là. Attends, je vais la retrouver. Dog Days Are Over de Florence and the Machine, qui est une très jolie chanson qui marche très bien sur la scène de fin où tout le monde chante et danse sur Nowhere. Moi ça m'a eu. Mais c'est pas la meilleure chanson des 3 films. Il y a beaucoup de très Il y en a vraiment beaucoup, et puis des choses... Après, c'est des trucs plutôt connus, hein. On va pas non plus dire j'ai découvert une chanson grâce à Guardians. Bon, après il y a les gens qui sont plus jeunes, mais non, mais disons que, enfin, nous, je pense qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux, mais disons qu'on aime un peu les mêmes époques de musique, et c'est des chansons qui sont... Il adore les années 70 de toute façon. C'est presque toutes les chansons, c'est oui. années 70, c'est son délire. Et elles sont toutes très très bien choisies dans ce film encore, et c'est du joli travail musical. Enfin, il a vraiment un rapport à la musique dans ses films qui est passionnant, et qui même dans Peacemaker était trop cool aussi, parce que Peacemaker a une très bonne utilisation de la musique. C'est parfait. Eh bien, Monsieur Gunn, merci pour tout. Merci pour votre travail. Merci, Monsieur Gunn, ouais, tout à fait. Et bon vent chez DC. Et bon vent chez DC, et merci d'aller chez DC, parce que putain, ils en ont besoin eux aussi. Il faut remonter un peu la barre en face, parce que... C'est trop bien, parce qu'on va avoir l'époque James Gunn à Marvel, où Marvel est au top, et ensuite DC, Gunn chez DC, et là ça va être DC au top. Attends. Non, c'est vrai que ça reste DC, on sait très bien que ça peut merder quelque part. D'ici 2025, il peut se passer des choses. Peut-être que Warner va être racheté par quelque chose, et là ça va partir en couille, parce que c'est toujours comme ça que ça commence avec Warner. Donc en fait, Warner, faut toujours faire gaffe. Tu vois, avec Disney, c'est entreprise corporate, crunch et des trucs comme ça. Et il faut surtout pas parler. Alors que chez Warner, c'est le bordel. Tout est en feu. Comment on va faire? On va quand même faire. Donc c'est marrant là, regarder les deux, voir comment deux gros conglomérats comme ça font avec leur IP. Et apparemment, Feige a dit à Gunn de faire des bons films chez DC. C'est le conseil qu'il lui a donné. Il a dit bon courage, fais des bons films là-bas. Cette fois, t'as intérêt à faire des bons films. Comment ça? Comment ça, cette fois? Oh, mais Kevin, il va se coucher sur son lit d'argent. Il a pas besoin de... En plus, Les Gardiens 3 cartonnent, donc tant mieux. Si ce film-là a du succès, c'est cool. Ouais, parce que ceux d'avant... Ant-Man n'a pas marché. Non, bah non. Mais comme aucun des Ant-Man n'a vraiment fonctionné. Combien a coûté Guardians? 200 ou 250? Je crois que c'est 250. 250, on va aller voir. Mais c'est pas encore officiellement sorti. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu nébuleux. Vu que le film a eu pas mal de temps entre le moment où il s'est fait virer, il est revenu et tout ça, donc je pense... Parce que je sais pas si tu te souviens, mais il y a une époque, le film devait être réalisé sans James Gunn, mais avec le scénario de James Gunn. Et c'est cette époque-là que les acteurs ont gueulé, avaient fait leur lettre commune et tout ça. 250 000. 250 ? Et il est déjà à plus de 300. Là, l'argent est à l'écran. Bah oui, non, mais là, il n'y a pas de doute. Hein. Les effets spéciaux sont beaux. Tu vois, Ant-Man, il y avait des beaux trucs de loin. Oui, de loin. Des effets de genre les plans larges. Ouais. Mais dès que tu zoomais, c'était oh mon Dieu. Donc, tu voyais les fonds verts. Quoi. Ouais. Alors que là, à aucun moment, je me suis posé la question de ces effets spéciaux sont pas ouf, je suis pas bien dans... Mais tu t'imagines, tu te fais chier à faire les effets spéciaux de... tu sais, les grands paysages avec le ciel, parce qu'ils font des beaux ciels et des beaux trucs comme ça. Ils aiment bien les ciels violets. Ouais, mais des fois, ils se font plaisir avec des trucs. Tout ça pour qu'on résume tout ton travail par MODOK. Dès que tu vas sur Internet, les fesses de MODOK. On te parle de MODOK. Les fesses de MODOK. Ouais.
Voilà, on a fait le tour. Bah écoute, un vrai plaisir de pouvoir parler d'un bon film du MCU. Ouais. Prochain film Flash. Prochain film Flash, ouais. Pas MCU, mais MCU, c'est quoi le prochain? C'est C'est The Marvel. The Marvels en novembre, il me semble. Oh, novembre. Je crois que c'est novembre, il a été repoussé, ouais. Oh, mais comment on va mettre de la bouffe dans le frigo? D'ailleurs, les séries. Ah oui, alors les séries. Il n'y a qu'une cette année en plus. Normalement, il va y en avoir une deuxième en fin d'année, peut-être. Kevin, qu'est-ce que tu fous? Et on aura de toute façon Spider-Man Into the Spider-Verse, enfin Across the Spider-Verse, Ouais, bientôt aussi. qui arrive bientôt, et ça va être Ça encore. sort en décembre? Non, ça Parce va. que l'autre, il s'est sorti en Il décembre. sort dans l'été, je crois. Là. L'autre était sorti en Ouais. décembre. Ouais. Je crois qu'il sort dans l'été. Hein. Ok. Donc on a ça. On a Secret Invasion. On a Flash. Et un de ces quatre, quand Blue Beetle sera sorti, on fera Shazam et Blue Beetle Oui. en double feature de la mort. Et j'ai vu Shazam, je peux te dire que c'est sacrément nul. Ah, je l'ai pas vu encore. Ah, je l'ai vu, c'est quelque chose. Hein. Ça me tente pas trop. C'est vraiment quelque chose. Mais il sort le 31 mai. Donc c'est très bientôt. C'est très bientôt. C'est dans 2 semaines à peu près. Quoi, Blue Beetle? Non, Across the Spider-Verse. Ah. Ça c'est cool. Je croyais que je me dis, Non, mais non. merde, Blue Beetle, j'ai même pas vu de bande-annonce. Blue Beetle. Si, il y a une bande-annonce. Une bande-annonce. Ah oui. Si vous aimez bien ce que l'on fait, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez désormais mettre des petits messages sur Spotify et revenir dans les vieux épisodes pour laisser des messages. On n'insulte pas. Les épisodes sur les séries sont actuellement sur Patreon parce que, comme un con, on l'a enregistré 2 fois, les messages au début. Je les ai perdus les 2 fois. Ah, putain. Donc il va falloir qu'on le refasse une autre fois. La prochaine fois, on le fera. Oui. Ou alors sinon, je vais le faire tout seul. Ce sera pas bien grave. C'est juste un petit intro de toute façon. Mais c'est vrai que je dois poster les épisodes sur les séries, sur Miss Marvel et She-Hulk. Pour l'instant, je crois que c'est les 2 qui restent. Pas Moon Knight aussi. Non, Moon Knight, c'est déjà Moon Knight, c'est bon. fait. Ouais. Donc il reste. En fait, j'ai mis le son sur Moon Knight et j'ai supprimé la suite. Merde. On avait enregistré tout sur une oui, piste, oui, tu te rappelles? souviens, ouais. Et donc, il va falloir qu'on le refasse encore une fois. C'est pas grave. Ça. Vous pouvez me retrouver du côté de La Saga, un podcast Oui. sympathique avec des gens Très bien. sympathique. Avec des gens bien. On a fait Evil Dead et là, on va faire King Kong. Et bientôt, s'il y a plein de gens qui rejoignent le Patreon, dans une dizaine de patous, on pourra faire Harry Potter. Voilà. Et n'hésitez pas s'il y a des idées de films qui vous tentent niveau super-héros. Ce serait bien qu'un jour, on fasse Punisher. La série Watchmen aussi qu'on voulait. Electra. Electra. Jonah Hex. Et Watchmen, un vrai épisode sur Watchmen aussi, il faudrait qu'on le fasse. Il reste encore quelques petits films de super-héros par-ci par-là qu'on n'a pas fait. Quelques petites cartouches. C'est vrai que moi j'ai la saga qui me prend beaucoup de temps, mais dès que j'ai une petite pause, on essaiera de se placer ça. Carrément. On se retrouve vite pour parler de The Flash. Tout à fait. Ou Across the Spider-Verse. Cross the Spider-Verse avant, Across the Spider-Verse avant. C'est cool. Okay. Faudrait inviter Océane, tiens. Bon, à la prochaine tout le monde. À la prochaine. Salut. Salut.